D'abord, je voudrais remercier mon ami Jean Leonetti d'avoir dit des choses aussi gentilles que fausses sur mon compte. Remercier Marco d'avoir la gentillesse de m'avoir invité. Remercier mon vieil ami Philippe Assot qui est dans la salle, avec qui nous allions voir en sort ma petite sœur Emmanuelle, que j'adorais, bien que je ne fusse pas croyant, mais elle était vraiment géniale. Vous savez, elle habitait à Calian, pas très loin d'ici finalement, et puis c'était un être vraiment formidable. Et avec Philippe Assot, on s'est souvent retrouvé avec elle à l'emmener autour du lac de Saint-Cassien, où elle aimait bien aller manger une truite aux amandes, si tu te souviens. Voilà. Merci à vous tous d'avoir la gentillesse de m'écouter. Nous vivons une troisième révolution industrielle. Moi, je ne dis pas quatrième, mais peut-être qu'on aura ce débat avec mon collègue de Schema. Mon ami Christian Saint-Étienne m'a convaincu qu'il ne fallait pas dire quatrième révolution industrielle, mais troisième révolution industrielle, parce que le cœur du cœur de cette révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a le digital, bien sûr, il y a la robotique, mais la robotique et le digital sans intelligence artificielle, c'est rien. C'est que dalle. Le big data sans IA, vous ne pouvez rien en faire. Et un robot sans intelligence artificielle à l'intérieur, c'est juste une grosse machine mécanique, mais on ne peut rien en faire non plus. Donc cette troisième révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle, je vais commencer par vous la présenter. Je regarde ma montre, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas parler plus longtemps que 35-40 minutes. Donc je vais tenir la promesse. Je vais vous la présenter, cette intelligence artificielle. J'en prie de m'excuser auprès de mes collègues qui sont spécialistes. Je vais rentrer dans des choses d'abord qui sont un peu banales pour eux, mais peut-être pas pour tout le monde. Première remarque, il y a 3 types d'intelligence artificielle. Ne les confondez pas. Il y a une intelligence artificielle qu'on appelle en anglais faible et étroite. Et en fait, beaucoup de gens s'y trompent parce qu'elle est très très forte. C'est celle qui a battu Garry Kasparov en 97, le champion du monde d'échecs. Essayez donc de battre le champion du monde d'échecs, vous verrez, c'est difficile. Donc elle est quand même très forte, mais on l'appelle faible et étroite pour des raisons qui sont assez compréhensibles. C'est qu'elle ne pense pas, elle n'a pas la conscience de soi. Ça reste une machine. Elle a moins de conscience de soi qu'une souris. Et on l'appelle étroite parce qu'elle ne sait faire qu'une seule chose. Elle est comme un nageur dans son couloir de piscine. Elle peut jouer aux échecs, elle peut battre, ce qui était beaucoup plus difficile, le champion du monde de jeu de Go en 2016, Lee Sedol, ce qui est beaucoup plus difficile que les échecs parce que le jeu de Go, on ne peut pas tout calculer. Aux échecs, malheureusement, on peut tout calculer. Donc c'est un jeu qui, d'une certaine manière, est mort, tandis que le jeu de Go reste encore un peu imprévisible. Donc elle peut faire des choses extraordinaires, mais elle ne sait rien faire d'autre. Elle peut séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, très bien. Il faut 40 ans à un cerveau humain pour y arriver, elle va mettre quelques minutes, mais elle ne sait rien faire d'autre que ce pourquoi elle est programmée, si je puis dire. Donc elle est faible, pas de conscience de soi, étroite, elle ne sait faire qu'une seule tâche. La deuxième IA, c'est la même, mais elle est large. Elle ne pense toujours pas, mais on fabrique aujourd'hui des systèmes experts, par exemple les systèmes de diagnostic médical du type Watson d'IBM, qui sont capables d'être aussi bons en cancérologie, en cardiologie, en dermatologie, en radiologie, etc. On a aussi des systèmes experts d'analyse juridique, d'analyse financière, qui sont des systèmes experts qui sont donc larges, des logiciels d'intelligence artificielle qui sont larges. Mais ils sont toujours faibles en ce sens qu'ils ne pensent pas. Et donc, ils sont extrêmement performants, ils sont bien meilleurs que nous dans plein de domaines. Il y a eu, pour vous donner un exemple, il y a 3 ans maintenant, une compétition qui a été organisée entre 52 dermatologues de 17 pays différents, des PUPH, donc des profs de médecine de haut niveau, et puis un logiciel de diagnostic médical de type Watson. Mais ce n'était pas Watson, c'était un peu plus performant que le système d'IBM, mais peu importe, c'est le même type. On a montré à la machine et on a montré aux humains, aux médecins humains, des photos de grains de beauté pour savoir si c'était mélanome ou carcinome, si c'était cancéreux ou pas, malin ou bénin. 95% de bonnes réponses pour la machine, seulement 82% pour les médecins. Ils ont râlé, ils ont dit « mais nous, on veut voir à qui on a affaire, on est des humains, on veut voir des humains, quel âge il a, quel âge elle a, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ?» On leur a donné, si je puis dire, accès aux personnes qui étaient derrière les photos. Ils sont passés de 82 à 89%, mais ils étaient encore battus par la machine. Je vous dirai pourquoi dans un instant. La machine est meilleure que nous sur un certain nombre de domaines, analyse juridique, analyse médicale, parfois diagnostic médical. Elle est meilleure que nous pour des raisons que je vais vous indiquer dans un instant. Mais il y a une troisième sorte d'IA dont je voudrais parler quand même avant de revenir à ce qui permet à l'IA d'être hyper forte, même si on l'appelle quand même faible, parce qu'elle ne pense pas, toujours la même raison, mais enfin elle est très puissante.
La troisième IA, c'est ce qu'on appelle justement l'IA forte. L'IA forte, ce serait une intelligence artificielle qui penserait, qui aurait la conscience de soi. Autrement dit, ce qu'on essaie de fabriquer à l'Université de la Singularité chez Google, mais on a le même projet en Europe, ça s'appelle le projet Blue Brain, c'est l'idée de fabriquer un vrai cerveau, mais sur une base, disons, matérielle et non biologique. Vous savez qu'on a à peu près 100 milliards de neurones, et l'idée, ce serait de fabriquer un cerveau avec des neurones artificiels, mais qui serait tellement performant, donc sur une base, disons, de carbone et pas de silicone et pas de carbone, pardon, sur une base matérielle et non biologique, mais un cerveau plein de neurones artificiels, hein, en fait c'est des fonctions mathématiques, mais qui seraient tellement performants qu'il arriverait à produire la pensée, à produire la conscience. Et donc là, on aurait une post-humanité, c'est-à-dire qu'on aurait fabriqué une intelligence nouvelle qui serait à la fois beaucoup plus performante que la nôtre, mais on aurait fabriqué un nouvel être, une nouvelle espèce humaine, si je puis dire, enfin non humaine, parce qu'elle serait extra-humaine, mais qui aurait, puisque le cerveau est le siège des émotions, elle aurait les mêmes caractéristiques que nous, c'est-à-dire qu'elle aurait la colère, la haine, la peur, l'amour, la jalousie et les passions humaines, parce que le cerveau est le siège des passions. J'ai beaucoup discuté avec des gens de la Singularité, donc cette université de chez Google, où on essaie de fabriquer ce cerveau qui donnerait naissance à la conscience de soi, à la vraie pensée, et pas simplement à l'intelligence algorithmique. Et j'ai compris pourquoi ils y croient. Et je vous explique ça, parce que c'est déjà un premier problème philosophique qui est assez passionnant. Ils y croient parce qu'ils sont matérialistes, philosophiquement parlant. Qu'est-ce que c'est qu'un matérialisme en philosophie ? C'est quelqu'un qui pense que nous sommes déjà des machines. Et qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau et la pensée. Contrairement aux chrétiens, par exemple, un matérialiste, il pense qu'il n'y a pas une petite âme qui va s'envoler au ciel quand le corps sera mort, mais comme Spinoza, la pensée et le cerveau, c'est la même chose. L'âme et le corps, c'est la même chose. Et donc ce que les matérialistes pensent, c'est que la pensée, au sens de la conscience, elle est sortie de la matière, et que par conséquent, il n'y a pas de raison pour qu'on n'arrive pas à refaire ce qui s'est passé dans l'histoire de la naissance de l'humanité, c'est-à-dire fabriquer une machine qui se mette à penser. Au fond, ils se prennent un peu pour Dieu, si vous voulez. Moi, je ne suis pas croyant, mais c'est un peu ce que je leur dis. Et ils pensent en tant que matérialistes que la pensée et le corps ne faisant qu'un, le cerveau et la pensée ne faisant qu'un, on va réussir, on va y arriver à produire un cerveau artificiel qui engendrera de la pensée, de la conscience de soi et donc des émotions. Et donc d'ailleurs ils ont un argument bête mais fort, ils disent si je vous détruis le cerveau, vous verrez, vous penserez beaucoup moins bien et votre âme, vous aurez beaucoup de mal à la trouver, ce qui est assez vrai, évidemment. Donc je ne rentre pas dans cette discussion, mais ça vous donne... Alors je ne crois absolument pas à cette IA forte, je pense que c'est une utopie complète, je pense même qu'on est proche du délire, mais en tout cas les deux premières IA, la faible étroite et la faible large, elles existent déjà, et comme le disait Marco tout à l'heure, elles vont changer nos vies. Ma deuxième remarque, c'est qu'est-ce qui booste l'IA ? Qu'est-ce qui fait qu'elle devient extrêmement puissante, et dans certains secteurs, beaucoup plus puissante que nous, beaucoup plus performante que nous ? Par exemple, en diagnostic médical, en analyse de 1000 choses, du big data, sans l'IA, on ne peut rien faire. Séquençage du génome, je le disais, d'une cellule cancéreuse qui permet aujourd'hui de faire des thérapies ciblées. Immunothérapie, reprogrammer des lymphocytes avec CRISPR, ça suppose l'intelligence artificielle, elle est partout. Et elle est bien meilleure que nous. Pourquoi elle est meilleure que nous ? Même si elle ne pense pas, elle raisonne. Et il y a 3 qualités. Alors gardez bien ça en tête parce que je pense que c'est important d'avoir les chiffres en tête. Le premier booster, si je puis dire, ce qui rend l'IA forte, c'est évidemment la puissance des ordinateurs. Il faut des ordinateurs extrêmement puissants pour analyser le big data. Il y a des milliards de données. Et donc, pour les analyser, même simplement, je parlais du séquençage du génome d'une cellule cancéreuse, il y a des milliards de données dedans. Donc, il faut des ordinateurs extrêmement puissants pour analyser le big data. Et je vous donne un peu un chiffre, parce qu'il est quand même fascinant. Lorsque Konrad Zuse, un Allemand, en 1938, invente la première machine à calculer électronique, il est tout content en 1938, parce que sa machine à calculer, elle est capable de résoudre une opération mathématique, une addition, ou même peut-être une racine carrée, une opération par seconde. Et à l'époque, on est déjà fasciné par cette machine. Aujourd'hui, écoutez bien, les derniers ordinateurs chinois qui sont plus puissants que les Américains, parce qu'il n'y a pas de protection de la vie privée. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles cette IA chinoise progresse plus vite que les autres. C'est parce qu'ils ne protègent pas la vie privée.
Et je vous expliquerai pourquoi c'est important d'avoir des bases de données énormes, et notamment des bases de données de santé privées, ce que les Chinois n'interdisent pas, contrairement à nous. Eh bien, aujourd'hui, les derniers ordinateurs chinois, écoutez bien, parce que ça rend fou, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Vous voyez, 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça, c'est la petite chose que j'ai dans ma poche, et ce n'est pas le dernier modèle, c'est 5000 milliards d'opérations par seconde. C'est ce qui vous permet d'avoir un G7, un Airbnb ou un Uber, si vous préférez, dans la minute qui suit. 5000 milliards d'opérations par seconde, c'est une petite chose, rien du tout. Mais les gros ordinateurs, 140 millions de milliards d'opérations par seconde, c'est ça qui permet d'analyser le big data sur la toile. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'a analysé mon ami Aurélie Jean, qui a publié un livre que je vous conseille, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle « Derrière la machine ». Puis elle vient de republier un livre, d'ailleurs plutôt sur l'éthique, c'est-à-dire sur les biais des algorithmes. Elle est chercheuse au MIT, elle a créé sa boîte, elle écrit souvent dans Le Point, et elle est spécialiste des algorithmes. Le deuxième paramètre qui booste l'intelligence artificielle, c'est la qualité des algorithmes, c'est-à-dire des raisonnements que fait l'ordinateur. Il ne pense pas, mais il raisonne. Très bien. Par exemple, en médecine, c'est souvent ce qu'on appelle des inférences bayésiennes, c'est-à-dire le calcul des probabilités. Si vous avez tel symptôme, vous rentrez ça dans la machine, elle va vous sortir un diagnostic sur le modèle donc, de ces inférences qu'on appelle bayésiennes, du nom de Thomas Bayes, qui est un médecin, un mathématicien anglais du XVIIIe siècle, qui a inventé le calcul des probabilités. Mais enfin, je ne peux pas rentrer dans ce que c'est que les algorithmes, mais c'est vraiment passionnant de voir comment ça fonctionne, quels sont les biais des algorithmes. Ça pose des problèmes éthiques énormes. Par exemple, il y a un algorithme de Google, ce qu'analyse Aurélie Jean dans son dernier livre, qui pendant plusieurs années a refusé tous les CV des femmes. Parce qu'il avait été programmé, parce qu'il avait analysé que depuis 30 ans, 40 ans, les chercheurs qu'on recrutait, c'était pratiquement que des hommes, et donc il rejetait systématiquement les CV des femmes. Il y a eu un autre beaucoup plus grave, comme la reconnaissance faciale avait été étalonnée sur des Européens blancs, la machine classait les Africains dans la rubrique animale. Parce que vous pouvez imaginer que ça a fait un scandale absolument épouvantable, à juste titre évidemment, mais ça c'est le type de biais qu'on essaye d'écarter. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont des biais évidemment qui posent des problèmes éthiques considérables. Et donc les algorithmeurs ou meuses, comme Aurélie Jean, travaillent énormément à rendre ces algorithmes extrêmement performants. Un algorithme, c'est simplement un système de résolution d'un problème qui essaye de bouffer le moins possible d'espace et de temps. Moins d'espace possible sur le disque dur et moins de temps possible pour arriver à un résultat correct. Voilà. Donc ça demande des raisonnements extraordinairement sophistiqués, mais qui ne pensent pas pour autant, si on entend par penser, le fait d'avoir la conscience de soi. D'accord ? Et le troisième paramètre, c'est le plus important, paradoxalement, c'est la quantité de données qu'on donne à bouffer à la machine. C'est pour ça que dans le diagnostic médical, la machine est meilleure pour diagnostiquer un mélanome ou un carcinome sur un grain de beauté que le cerveau humain, parce qu'elle a une base de données que le cerveau humain n'a pas. Pour vous donner un exemple, pour qu'on se comprenne, mais il est vrai, il n'est pas simplement simplifié, il faut 3 photos à un gamin de 5 ans pour reconnaître un zèbre d'un âne, ou un tigre d'un lion, ou une guêpe d'une abeille. Les rayures, ça se voit. Il va peut-être falloir 300 000 photos, voire 3 millions de photos à la machine, mais une fois qu'elle a bouffé les 3 millions de photos, elle va vous reconnaître un zèbre d'un âne à 3 km sur une photo floue avec 1 cm² d'oreille. La reconnaissance faciale est absolument fascinante aujourd'hui. Ça a des retombées considérables. Donc la question des données est majeure, et c'est pourquoi le RGPD est une des pires conneries qu'on ait inventées dans l'histoire de l'Europe, parce que ça protège absolument rien. Ça donne certes du travail aux avocats, tant mieux pour eux, mais ça ne protège absolument rien, parce que quand vous recevez toute la journée sur votre appareil, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données? Vous dites oui, parce que sinon, vous sortez du site. Et donc, on vous pompe vos données, et comme les GAFAMI sont américains, nos historiques de navigation vont chez les Américains, et comme ils ont des backdoors, ils peuvent savoir à qui ils ont affaire. Et évidemment, c'est le modèle économique du faux gratuit, que vous naviguez sur la toile, c'est gratuit, mais c'est payant pour les entreprises qui vont acheter la publicité ciblée que Google leur permet d'avoir vis-à-vis de nous. Donc le RGPD, c'est très gentil, mais ça ne protège personne, et c'est pour ça que les GAFA applaudissent au RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement général de protection des données qui a été mis en place en Europe, mais qui
encore une fois, est une catastrophe pour le petit marchand de chaussures d'à côté de chez moi qui est obligé de demander à chaque client l'autorisation d'avoir son nom ou son téléphone, sinon il risque d'être embêté par la CNIL, mais ça ne protège absolument rien. En revanche, ça réduit les possibilités de recherche assez considérablement parce que la question des data est le paramètre principal dans l'amélioration, la progression de l'intelligence artificielle. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. La Chine n'est certainement pas un modèle de protection des droits de l'homme, puisque le fait que les datas soient complètement non protégées, c'est certainement pas une bonne chose, mais il faut trouver un curseur, problème éthique majeur, et même politique plus qu'éthique, entre interdire tout et protéger tout. Ou plutôt protéger tout et laisser tout libre. 3 IA, 3 paramètres. D'accord ? Donc, IA faible étroite, IA faible large, IA forte, à laquelle, encore une fois, je ne crois absolument pas, mais enfin, en tout cas, les 2 premières sont là. Et puis 3 paramètres, la puissance des ordinateurs, la qualité des algorithmes, et puis la quantité de données qu'on donne à manger, si je puis dire, pour parler plus correctement, à la machine. Maintenant, je ne vais pas examiner tous les problèmes éthiques que ça pose, notamment la question du droit des données, est-ce qu'on doit vendre les données, est-ce qu'on doit être propriétaire de ces données, enfin, 1000 choses, comment on doit les protéger, il y a 1000 sujets, je ne peux pas en une demi-heure les aborder tous, mais je voudrais vous donner quelques exemples en partant des retombées les plus importantes de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 retombées qui sont absolument géniales, qui sont passionnantes, qui sont en train de bouleverser nos vies comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et qui posent un certain nombre de problèmes éthico-politiques, d'ailleurs ce n'est pas simplement éthique, mais éthico-politiques qui sont extrêmement intéressants. Je commencerai par l'économie collaborative, l'économie dite collaborative, dont les modèles, on les connaît tous aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, Airbnb, Uber ont été les premiers modèles, aujourd'hui il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui sont sur ce modèle-là. Qu'est-ce que c'est que l'économie dite collaborative ? La vérité, c'est qu'elle n'est pas du tout collaborative. Si vous demandez aux taxistes qui pensent de Uber, la réponse est rarement collaborative. Si vous demandez aux hôteliers ce qu'ils pensent de Airbnb, pareil. Ils détestent Airbnb. Que disent les hôteliers ? Ils ont perdu entre 10 et 15% de leur chiffre d'affaires à Paris à cause de Airbnb. Du coup, d'ailleurs, on a interdit Airbnb à Barcelone, à New York, à Berlin. À Paris, on a essayé de limiter. Pourquoi ? Les hôteliers, ils disent ceci, ils disent c'est un scandale. Nous, on a des salariés, on a des normes de sécurité, on a des réglementations sociales. Vous, les particuliers qui mettez un bout de votre appartement sur Airbnb, ces réglementations-là ne pèsent pas sur vous, donc c'est de la concurrence déloyale. Que répondent les particuliers ? Ils répondent « Allez vous faire voir. Le petit est au chômage, on a une chambre de lift, laissez-nous nous organiser entre particuliers. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Vous voyez ? Eh bien, ces débats éthico-politiques, qui sont à la fois moraux mais aussi politiques, parce que le politique est interpellé, il doit réguler, il doit dire voilà, qui a raison, entre les taxis Uber, entre les hôteliers Airbnb, etc. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, les entreprises qui font passer le permis de conduire, etc. Il y en a 1000 autres que je pourrais prendre, mais enfin, Uber et Airbnb, c'est les plus connus. En vérité, vous avez affaire à des conflits éthiques qui sont sur le modèle de ce que les Grecs appelaient le tragique. Et je vous explique ça parce que c'est pas pour faire cuistre, mais c'est parce que c'est une catégorie philosophique absolument géniale. Si vous n'avez pas lu l'Antigone de Sophocle, précipitez-vous, ça fait 30 pages et c'est grandiose. Qu'est-ce que c'est que le tragique pour les Grecs ? C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette économie faussement collaborative. Le tragique met en scène dans les grands tragédies grecques, celle d'Échille, de Sophocle, d'Euripide. Le tragique met en scène des conflits qui sont insolubles parce que les deux ont raison. Quand vous avez des conflits avec Daesh ou Hitler, c'est relativement facile de savoir qui est le méchant. Mais quand vous avez des conflits comme celui que je viens d'évoquer, où les deux légitimités sont bonnes, Airbnb a raison, les particuliers disent « mais fichez-nous la paix, laissez-nous nous organiser ». Et puis les hôteliers ont raison, c'est de la concurrence déloyale. Les deux argumentations sont bonnes. Et vous avez un conflit entre deux légitimités équivalentes, ou en tout cas défendables. Dans la pièce de Sophocle, Créon est le roi de Thèbes. Et c'est un type bien, un type honnête, et qui dirige bien sa ville, la ville du Sphinx, comme vous savez. Et puis il a un neveu qui s'appelle Polynice, et ce neveu, il a trahi la cité, il a levé une armée contre la cité de Thèbes, une armée argienne, et qui a enclenché une guerre contre Thèbes, et puis au cours de cette guerre, il est mort. Et son oncle, donc le roi de Thèbes, dit « mais il ne sera pas enterré ».
Et pour les Grecs, c'est une catastrophe, parce que si on ne rend pas les hommages funèbres, on ne peut pas traverser le fleuve des enfers. C'est une catastrophe. Et il dit, on va le jeter aux chiens et aux oiseaux hors des remparts de la ville. Polynice a une sœur qui s'appelle Antigone. Et Antigone dit à Créon, au roi de Thèbes, qui est donc son oncle, « La loi des hommes de la cité, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'importe, c'est la loi des dieux, la loi du cœur, la loi de la famille, et j'irai enterrer mon frère, lui rendre les hommages funèbres. » Et donc, il y a un conflit majeur entre Créon et Antigone, et les deux ont raison. Créon a raison de dire les traîtres à la cité, on ne leur rend pas les hommages funèbres, et Antigone a raison de dire mais moi, ce qui m'importe, c'est pas la loi de la cité et des hommes, c'est la loi des dieux et de la famille. Les deux argumentations sont défendables, et là on est embêté. Pareil pour Uber. Il y a 20 000 chauffeurs Uber en France. Uber a fait plus en politique sociale en Seine-Saint-Denis que toutes les politiques sociales de l'État depuis 40 ans. Parce que ces gamins qui sortent, qui sont propres sur eux, bien habillés, qui gagnent leur vie, les mamans sont contentes et on n'a pas fait ça, nous, l'État. Et donc, c'est compliqué de rendre un jugement face à ces conflits éthico-politiques quand les deux argumentations sont bonnes. C'est ça le tragique. Et je vous dis très franchement, regardez les conflits en Israël ou en Ukraine, c'est pareil. Si j'étais palestinien, que j'avais 15 ans, je serais probablement antisémite. Et si j'étais un jeune juif de 15 ans en Israël, probablement je détesterais les Arabes. Et regardez en Ukraine, je connais bien l'Ukraine, je vous garantis que si j'étais à l'Est, parlant le russe, j'aurais pas apprécié qu'on dise sur la place Maïdan que le russe allait être interdit comme langue officielle. Et si j'étais plutôt un Polonais de l'Ouest, sur la place Maïdan, et voulant intégrer l'OTAN, je serais anti-Poutine. Le problème est compliqué. Et en fait, les intellectuels français, ils adorent qu'il y ait des bons et des méchants. Mais c'est assez rarement le cas. Oui, on a Daesh, on a Hitler, on a Staline, d'accord. Mais la plupart du temps, les conflits qu'on a sont des conflits éthiques qui sont compliqués parce qu'ils sont tragiques au sens grec. Et ce que crée l'économie collaborative, c'est en permanence ce type de conflit. Alors le gouvernement embêté va essayer de ménager la chèvre et le chou en disant on ne va pas interdire Uber, par exemple, mais on donnera les couloirs de bus aux taxis. Bon. Enfin, des choses comme ça. Mais je ne jette pas la pierre, c'est compliqué. Voilà, le type même de conflit éthique compliqué à résoudre. Deuxième exemple que je voudrais vous donner, mais très rapidement, parce que le troisième et le quatrième m'intéressent plus, c'est la voiture autonome. Elle pose beaucoup de problèmes éthiques aujourd'hui. Qu'est-ce que la voiture doit écraser, par exemple, entre un chien ou une vieille dame? Bon, on va plutôt écraser le chien, mais enfin, ça peut se discuter, à passer un certain âge, si le chien est en bonne santé. Non, je rigole, rassurez-vous. Bon, mais il faut bien rire aussi un peu de temps en temps. Mais voilà, comment on va la programmer pour savoir ce qu'elle doit faire en cas de conflit tragique, si je puis dire. Et puis, qui sera responsable en cas d'accident? Est-ce que ce sera le constructeur? Est-ce que ce sera le pilote, enfin le pseudo-pilote, mais qui aurait pu reprendre la main et qui aurait dû faire attention? Est-ce que ce sera le concepteur du logiciel, etc. J'ai essayé la voiture autonome dans Paris. C'est génial. J'ai essayé une voiture standard, mais équipée par Valeo. L'équipement n'est pas très cher, c'est 5 000 €, puis ça va être dégressif assez rapidement. J'ai fait 4,5 km dans Paris sans toucher une seule fois le volant. C'est quand même très impressionnant. Paris est une ville compliquée. Il y a des feux rouges, il y a plein de piétons, il y a des vélos en permanence, il y a des trottinettes maintenant compliquées. Elle conduit merveilleusement, elle n'a aucun problème, je n'ai pas touché le volant une seule fois. Elle est au point, ça veut dire plus d'alcoolisme au volant en Bretagne, enfin ou ailleurs, mais enfin dans le Var, on est au bon aussi. C'est pas que le Breton arrête de boire, mais c'est qu'il n'y a plus de volant, ce qui est quand même beaucoup plus sûr, si vous voulez. À mon avis, il y a une précaution. Donc je dis ça à mon ami François Pinault pour l'embêter, mais je rigole évidemment là aussi. Mais on est bon partout en France pour ça. Pratiquement plus d'accidents de voiture. On a eu, avant la pandémie où on a conduit un peu moins, mais on a eu quand même 3700 morts sur les routes. Il y en aura peut-être une trentaine parce qu'il y aura quelques bugs, mais enfin, on va passer de 3700 à 30. Ce sera un progrès absolument formidable. Quand vous allez au CES de Las Vegas, donc l'immense congrès sur les nouvelles technologies, vous êtes conduit par des voitures autonomes systématiquement et ça marche très bien. Donc après, il y a le problème de remplacement d'un parc automobile par un autre. Ça prendra du temps. Il reste quelques problèmes techniques à résoudre, mais enfin, on va vers cette voiture à coup sûr dans les années qui viennent. Elle sera électrique, elle sera autonome.
Et donc, et évidemment, c'est déjà le cas pour les camions. Donc, on a aujourd'hui des camions. Elles ont fait plusieurs millions de kilomètres, ces voitures, aux États-Unis, dans le trafic, avec 3 accidents. Mais enfin, on aurait mis des bons hommes à la place, on n'aurait pas eu 3 accidents, on en aurait eu des milliers. Donc, c'est un progrès absolument extraordinaire. Et ça transforme votre voiture en bureau dans lequel vous pouvez travailler. Alors, il faut quand même faire attention. Mais c'est des questions éthiques qui vont se poser. Encore une fois, celle que je viens d'évoquer. Qui est responsable en cas d'accident ? Troisième problème que je voudrais... Troisième retombée, ce pas des problèmes. Moi, je suis très optimiste sur cette troisième révolution industrielle, je la trouve géniale. La troisième retombée, elle va passionner mon ami Jean Leonetti, c'est la retombée santé, médecine. On a vu qu'on avait fabriqué un ARN messager qui est quand même absolument génial en 1 an. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on fabrique un vaccin en moins d'1 an. En plus, quand on comprend comment ça fonctionne... Moi, j'ai fait 3 ans de biologie sérieusement. J'ai travaillé avec Jean Dosset pendant des années sur le premier séquençage du génome humain. Puis, j'ai jamais arrêté. Puis, j'ai fait cours biologie et philosophie avec un de nos grands biologistes, Jean-Didier Vincent à Jussieu. Donc, ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine-là qui m'intéresse autant que la philosophie. Vous avez aujourd'hui des retombées de l'intelligence artificielle dans le domaine des biotechnologies qui sont fascinantes. Il y a d'abord l'augmenté. Alors, tout le monde, dès qu'on commence à dire alors, un sens commun, un manif pour tous, on va augmenter l'homme, mais non, il ne faut pas y toucher, Dieu était si gentil. Bon, mais il faut il faut débrancher le déconomètre de temps en temps. Si un tétraplégique, comme c'est le cas aujourd'hui, peut retrouver la mobilité grâce à l'intelligence artificielle, on ne va pas s'en priver. Si vous avez un enfant qui a un fœtus qui a la mucoviscidose, enfin une des maladies, une des 3 ou 4 maladies monogéniques où il n'y a qu'un seul gène qui est abîmé, qui va s'empêcher d'aller retirer ce gène grâce à ce ciseau moléculaire CRISPR génial pour le remplacer par un gène sain. Bon, voilà. Donc il y a des augmentations qui sont magnifiques, mais jusqu'où allons-nous augmenter l'être humain ? Ce que prépare Facebook avec des cerveaux qui seraient connectés sans connexion filaire, sans appareil, c'est extrêmement inquiétant. Et donc ça pose des problématiques majeures, parce que ça pourrait être, attaqué, cyberattaqué. Donc c'est des problèmes énormes. La vraie retombée de l'IA dans le domaine des biotechnologies, elle est fascinante, elle m'intéresse énormément, c'est la révolution de la longévité. J'en ferai d'ailleurs une conférence dimanche qui vient à Saint-Raphaël, là, aux Journées de l'avenir là, qui sont organisées par le maire de Saint-Raphaël et puis par Nicolas Bouzou, parce que cette révolution de la longévité, elle va poser aussi énormément de problèmes, mais qui sont absolument passionnants. Je vous la raconte en 3 secondes, mais c'est grandiose, et je regarde ma montre parce que j'ai encore un petit peu de temps. En 2000, alors vous savez qu'on a dans le corps humain, je vous fais ça très court, mais je vous donne juste les bases pour que, voilà, si vous n'avez pas la mémoire des cours de biologie, il n'y a pas de raison que vous l'ayez forcément aujourd'hui. On a besoin de 2-3 bases, mais ce n'est pas très compliqué. Il y a 220 tissus différents dans le corps humain, donc 220 types de cellules différentes dans un corps humain. Donc, on a de l'os, du cheveu, du cœur, du foie, des muscles, la moelle, enfin toutes sortes de tissus qui sont avec des cellules différentes. Au départ, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule cellule. C'est la première cellule souche, c'est l'œuf. Puis après, on a des cellules souches qui deviennent pluripotentes, puis multipotentes, et puis unipotentes, c'est-à-dire qu'elles fabriquent, la deuxième série, c'est les pluripotentes, elles fabriquent les 220 tissus, puis après, elles se spécialisent. Et on gardait les embryons, on congelait les embryons jusqu'à une date récente, on le fait d'ailleurs encore partiellement aujourd'hui, parce que ces embryons sont pleins de cellules souches, ce qui permet, on le fait très bien à Nice d'ailleurs, pour les cardiaques, ça permet de faire de la médecine réparatrice. Quand vous tapissez un cœur de cardiaque avec des cellules souches de cœur, qui vont se mettre à fabriquer du cœur, qui vont se différencier en cellules cardiaques, eh bien ça fonctionne. C'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même globalement comme ça. Donc on gardait ces cellules pour faire de la médecine réparatrice, les cellules souches. Et il y a un médecin, un biologiste japonais, un chercheur japonais qui s'appelle Shinya Yamanaka, qui s'est dit, mais si on pouvait reprogrammer les cellules différenciées, en 220 types de cellules qui se différencient au cours de l'embryogénèse. Si on pouvait les reprogrammer en cellules souches originaires, ce serait génial, parce qu'on aurait des cellules souches sans être obligé de congeler les embryons. On pourrait faire de la médecine réparatrice partout. Et il trouve le moyen de reprogrammer ces cellules souches. Alors la manière dont il s'y prend est d'ailleurs géniale, parce qu'il voit que dans les cellules différenciées, il y a des gènes qui sont inhibés, il y en a d'autres qui sont surexprimés. Et il se dit, si je réexprimais les gènes inhibés, peut-être que je rendrais ces cellules différenciées cellules souches originaires. Et il y arrive, avec 4 types de gènes
qu'on appelle les facteurs Yamanaka, il arrive à reprogrammer des cellules d'adultes différenciées en cellules souches originaires. On les appelle cellules souches induites, en anglais IPS, peu importe. Et donc, c'est une découverte qui lui vaut le prix Nobel en 2012. Et puis, il découvre qu'après tout, en faisant ça, on pourrait peut-être faire plus que de la médecine réparatrice, on pourrait travailler sur la longévité humaine. Et mon ami Jean-Marc Lemaître, dont je vous conseille la TED conférence, qui ne dure qu'un quart d'heure, vous allez voir sur YouTube, vous tapez Jean-Marc Lemaître, INSERM, Montpellier, vieillissement, aging, on dit en anglais, mais ça revient au même. Et lui, il travaille sur les cellules sénescentes. Passé 60 ans, notre corps produit des cellules sénescentes que le système immunitaire n'arrive pas à évacuer. Ces cellules sénescentes sont des cellules qui ne se divisent plus, mais qui ne meurent pas. Et autour d'elles, elles synthétisent, elles fabriquent autour d'elles, dans le tissu où elles sont, toutes les saloperies de la vieillesse. Arthrite, arthrose, tout ce qui est inflammatoire. Sarcopénie, ça n'a rien à voir avec sarkozy, sarcopénie, ça veut dire en grec la misère de la viande. Ça veut dire la perte de masse musculaire. Et puis, cataracte, pas mal de cancers, enfin toutes les maladies de la vieillesse, quoi. Et donc, il se dit que si on pouvait reprogrammer les cellules sénescentes en cellules souches originaires, alors là, ce serait le Graal. Et il y arrive, avec 6 facteurs. Voilà. Et donc, on a maintenant une stratégie de lutte contre le vieillissement. J'en reviens, tout ça, évidemment, est entièrement fait par l'intelligence artificielle. Rien de tout ça n'existerait sans l'IA. Et donc, il arrive à avoir une double stratégie contre la vieillesse, soit avec ce qu'on appelle des sénolytiques, c'est des molécules qui vont casser les cellules sénescentes, qui vont les tuer. On a, quand on le fait sur les souris, on a presque 40% de longévité supérieure. Et on a surtout des souris, moi je les ai vues, mais qui sont 1000 fois plus belles. Une souris, ça vit en gros 1 an et demi, donc là on voit assez vite. Elles sont beaucoup plus belles que les souris du même âge, mais qui n'ont pas été traitées. Donc soit on tue les cellules sénescentes avec des sénolytiques, il y a 4 ou 5 molécules, soit on reprogramme les cellules sénescentes en cellules souches originaires, et elles repartent à fabriquer des tissus sains. L'idéal étant de fabriquer un être qui serait capable de reprogrammer les cellules automatiquement chaque fois qu'elles entrent en sénescence. Et c'est ce qu'il vient de faire sur une souris. Il m'a appelé l'autre jour en me disant « mais c'est pas possible, je peux pas te dire ça, mais ma souris, elle est immortelle. » Enfin, sauf s'il y a un chat qui passe dans les parages. Mais il me dit « je sais pas quand elle va mourir. » Je sais pas, il est en plein au milieu. Là, c'était il y a quelques semaines. Et donc, on a là, vous voyez, une révolution de la longévité. Ce qu'on appelle le transhumanisme, évidemment, est au cœur de cette problématique. Mais où il ne s'agit pas d'allonger la vieillesse, il s'agit de retarder la vieillesse, il s'agit d'augmenter la jeunesse. Autrement dit, il s'agit d'empêcher les processus de vieillissement. Voilà. Et donc, des centres de recherche partout sont présents là-dessus. Et je signale à mon ami Jean Leonetti que Jeff Bezos, qui n'est pas totalement un clown, vient d'investir 200 millions de dollars dans une start-up qui est uniquement consacrée à la reprogrammation cellulaire. Et qui a-t-il pris comme chercheur pour diriger la chose? Évidemment, Shinya Yamanaka. Et le maître est meilleur. Il faut regarder ce qu'il fait. C'est un cran au-dessus, parce que Yamanaka pensait qu'on ne pouvait pas reprogrammer les cellules sénescentes, que ce n'était pas jouable. Et c'est lui qui va découvrir ça. Et tout ça se fait évidemment avec du séquençage de génome en permanence, et donc avec évidemment de l'IA en permanence. Comme je vous disais tout à l'heure, pour séquencer une cellule, il faut 40 ans au cerveau humain, il faut quelques minutes ou quelques heures à la machine, et tout ça serait totalement impossible sans l'IA. Alors évidemment, cette longévité, elle va poser quantité de problèmes éthico-politiques. La retraite à 60 ans, si on vit 150 en bonne santé, c'est carbonisé. Donc, parmi 1000 autres sujets, évidemment. Mais j'aime beaucoup le poème de Victor Hugo qui, Beaux endormis, vous savez, je ne pensais pas vous citer ça aujourd'hui, ça me vient comme ça à l'esprit. C'est un éloge de la vieillesse, c'est très rare dans l'histoire de la littérature, habituellement les vieux, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils dégagent, mais là c'est un éloge de la vieillesse. Bose, vous savez, il doit avoir pas loin d'une centaine d'années, il va épouser une jeune femme, Ruth, qui est une Moabite, et il va avoir une descendance avec elle. Et évidemment, Victor Hugo, qui est à Guernesey, qui est en exil et qui vieillit, qui court après toutes les jeunes filles de l'île, il y passe à peu près tout son temps quand il n'écrit pas. Et il a cette idée d'écrire ce poème dans La légende des siècles, qui est une apologie de la vieillesse, Bose endormi. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Eh bien, cet éloge de la vieillesse, ce que Victor Hugo veut dire, c'est que, au fond,
si n'étaient les mots de la vieillesse, il y a quelque chose que les jeunes ne peuvent pas avoir, c'est l'expérience. Et cette expérience-là, seul l'âge peut nous la donner. Et donc, si on pouvait rester jeune tout en étant âgé, ce serait peut-être la possibilité pour l'humanité, et là je pense que c'est un grand problème éthique, d'être à la fois moins bête et moins violente. En tout cas, moi c'est sûr qu'au volant de ma voiture, je suis beaucoup moins con aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai pu faire comme bêtise au volant des voitures de mon père, des Alpines transformées en 1440. J'ai fait tout ce qu'on peut faire de plus idiot. Heureusement, je n'ai jamais eu d'accident. Mais aujourd'hui, je conduis comme un père de famille. Et donc, je pense que l'idée que, voilà, une humanité qui vivrait plus longtemps ait la possibilité d'être moins bête et moins violente, c'est un problème moral et politique, là aussi, tout à fait fascinant. L'hypothèse pessimiste étant qu'on fabrique une quantité de vieux cons dont on n'arrivera pas à se débarrasser, mais bon, je vous laisse choisir. Le dernier point, puis je m'arrêterai là, c'est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est le problème des réseaux sociaux. Et là aussi, l'intelligence artificielle est à 1000% derrière. Les réseaux sociaux, vous avez vu que la petite Mila, elle a reçu 70 000 menaces de mort, de viol effroyables. On a un vrai problème. Mon ami Thierry Breton, il a mis au point avec sa collègue qui s'occupe de ces questions à l'Europe, Madame Versager. J'arrive jamais à prononcer son nom. Ils ont tous les deux mis en place une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle le Digital Service Act. De quoi s'agit-il? Ce qu'ils veulent faire, l'idée est bonne, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est à mes yeux délirante. Ce qu'ils veulent faire, c'est interdire sur la toile ce qui est interdit dans un journal. Un vrai journal. Autrement dit, dans leur langage, interdire online ce qui est interdit offline. Autrement dit, que les patrons des réseaux sociaux, Jack Dorsey qui vient de démissionner, mais Zuckerberg et les autres, soient considérés comme des éditeurs ou comme des patrons de presse. Vous savez qu'un patron de presse, un patron de journal, quand il y a un article diffamatoire, c'est lui qui est responsable, autant que le journaliste qui a écrit l'article, d'accord? Et donc, il voudrait que voilà, les patrons des réseaux sociaux soient en fond responsables, qu'on puisse les poursuivre, de telle sorte qu'ils soient obligés, en quelque sorte, de faire le ménage, comme ils l'ont fait, par exemple, avec Trump, qui a été interdit de réseau social par Facebook et par Twitter. Vous vous souvenez? Je prétends que l'idée est bonne, mais c'est injouable. Pourquoi c'est injouable? Parce que, je vous donne les chiffres, mais enfin, ça a peut-être encore augmenté aujourd'hui, c'est les chiffres de l'année dernière. Il y a 6000 tweets par seconde sur la toile. 6000 tweets par seconde. D'accord? Il y a, je regarde pour ne pas me gourer, il y a 4 milliards de posts sur Facebook chaque jour. Et je rassure mon ami Éric Revel, je vais m'arrêter maintenant, mais je vous explique pourquoi c'est compliqué. Comment voulez-vous qu'on ait suffisamment de policiers et de magistrats pour poursuivre toutes les menaces de mort, toutes les insultes, tous les propos diffamatoires, quand vous avez 6000 tweets par jour et 4 milliards par jour de posts? Il faudrait des millions de magistrats et de policiers, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Donc on peut toujours dire on va condamner. Mon ami Jean-François Kahn, dans sa vie de patron de presse, il a été 200 fois en procès. Donc là, c'est des millions de fois que Zuckerberg ou Jacques Dorsey seraient en procès. Ça n'a pas de sens, vous voyez, c'est infaisable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est le plus grand problème moral aujourd'hui. La seule chose à faire, c'est de lever l'anonymat sur la toile. Si vous levez l'anonymat sur la toile, les gros cons bourrés derrière leur écran qui menacent la petite de mort, eh bien, ils vont y réfléchir à deux fois. Parce qu'en amont, ils se diront, bon, on va savoir tout de suite qui c'est. Ils ont beau se cacher. Et puis en aval, si on les chope, on peut les punir gravement. Voyez. Donc il faut qu'en amont, on lève l'anonymat et qu'on punisse très, très, très fortement en aval les menaces de mort. Moi, je suis scandalisé que ceux qu'on a attrapés là pour la petite Mila, ils ont été condamnés à de la prison avec sursis. Mais moi, je leur aurais foutu 10 ans ferme. Ça les aurait calmés. Peut-être pas 10 ans, mais 3 ans ferme en tout cas, à coup sûr. Et donc il faut lever l'anonymat. C'est le seul moyen de stopper ce que ces réseaux auraient pu être, parce que quand ils sont apparus, on s'est dit, mais ça peut être une nouvelle Aufklärung, un nouvel espace des Lumières, pour parler en bon français. Pas du tout, c'est devenu pire que les lettres de dénonciation des Juifs sous Vichy. C'est une horreur. Et donc, il faut lever l'anonymat pour que, simplement, les gens soient responsables de ce qu'ils disent. C'est quand même un minimum qu'ils assument en leur nom, comme un journaliste dans la presse, d'être responsable de ce qu'ils disent. Conclusion, j'arrête là. Le problème a été évoqué par Marco tout à l'heure, même s'il y a des centres comme ici qui sont formidables,
On a des chercheurs extraordinaires. Yann Lequin, qui est le plus grand spécialiste mondial de l'intelligence artificielle, c'est lui qui a inventé le deep learning. Il est grandiose, il est breton, mais il travaille pour Facebook. On a des gens formidables. Le problème qu'on a, c'est que l'Union européenne n'a pas compris ce qui se passait. Elle est ailleurs de la troisième révolution industrielle. Et je vous dis pourquoi, puis je m'arrête là. Lorsqu'on a signé le traité de Maastricht, on a fait une immense erreur. Moi, je suis très pro-européen. Je ne suis pas Zemmour, ni Le Pen, ni Mélenchon. Je suis très, très pro-européen. Je fais mes études en Allemagne. Je parle l'allemand quasiment comme le français. Je parle anglais. Je fais mes confs dans le monde entier. C'est pas ça. Mais on a fait le traité de Maastricht. Donc, on a créé la monnaie unique. Mais on a 19 pays qui se tirent la bourre entre eux. Les membres de la zone euro, et qu'il n'y a pas d'unité. Or, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie qui puisse résister s'il n'y a pas un souverain unifié derrière. Derrière le dollar, il y a l'armée américaine. Il y a un souverain. Là, on se tire la bourre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce traité de Maastricht. Moi, je suis pour la monnaie unique, pour l'euro. Mais on a fait ce traité de Maastricht en autorisant encore le dumping social et le dumping fiscal. En clair, l'impôt sur les sociétés en Irlande est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Uber et Google aillent payer leurs impôts en France plutôt qu'en Irlande? À moins d'être cinglés, ils ne peuvent pas faire autrement. Même moralement, ils ne peuvent pas faire autrement. Le rôle d'une entreprise, ce n'est pas de se bousiller, c'est éventuellement de payer convenablement ses salariés et de créer des emplois. Mais ce n'est pas de c'est la branche sur laquelle elle est assise. Ça n'a aucun sens. C'est de la faute non pas de Google et de Uber, c'est la faute de l'Europe. Et donc, il faut qu'on ait une Europe unifiée à 10, pas plus, qu'on crée un nouveau traité de Rome. C'est la thèse de Christian Saint-Étienne, et je la reprends, et je lui rends hommage parce que je pense qu'il a raison, mais c'était déjà la thèse de Giscard, une Europe à 10 unifiée sur le plan fiscal et social. Alors, pas sur le modèle français, sinon il n'y aura personne, mais une unification fiscale et sociale raisonnable. Je ne sais pas, autour de 22-23%, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés. Pas 32% comme en France, mais pas non plus 15% comme en Irlande, ou 12% avant le nouveau traité. Et donc, il faut qu'on ait une harmonisation fiscale et sociale, et qu'on dise aux Hongrois ou aux Polonais, vous pouvez venir dans ce nouveau traité, mais acceptez-en les règles. Pas de dumping social, pas de dumping fiscal. C'est le seul moyen qu'on ait une politique militaire, une politique diplomatique et aussi une politique budgétaire sur la troisième révolution industrielle. Tant que les GAFAMI seront américains, ou les BATXH, c'est-à-dire l'équivalent chinois, seront chinois, tant que l'Europe n'aura pas l'équivalent des GAFA, nos historiques de navigation, nos données privées, elles partiront vers les Américains ou bientôt vers les Chinois. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes les sous-traitants, nous sommes la colonie des États-Unis. Un grand général de nos armées de l'air me disait qu'il faudrait 40 milliards d'euros d'investissement dans l'armée pour que nous redevenions souverains, autonomes par rapport aux États-Unis. Là, on dépend intégralement d'eux, je vais être très clair. Si les Américains voulaient clouer l'armée française au sol, ils pourraient le faire dans le quart d'heure. C'est pas normal. Et donc, il faudrait que l'Europe investisse dans la troisième révolution industrielle massivement, alors qu'on a des chercheurs formidables. Mais c'est pas ce qu'elle fait, parce qu'elle est désunie aujourd'hui. On se tire la bourre. Je termine avec ça. Moi, j'étais chercheur au CNRS pendant des années. J'avais 2 agrégations, un doctorat d'État. J'étais payé royalement l'équivalent de 1 450 € par mois. Quand Yann Lequin part chez Facebook, je ne pense pas qu'il soit payé ça. À mon avis, c'est plusieurs millions par an de toute façon. Et ce n'est pas pour ça qu'il le fait. C'est aussi les conditions de travail qui sont les plus géniales qu'il puisse s'imaginer. Donc on a là un vrai problème, même s'il y a des tentatives, il y a des secteurs, comme on le voit ici, qui sont géniaux. C'est l'avant-garde. Mais il faut que l'Europe se réveille et qu'on ait un fonds d'investissement massif dans cette troisième révolution industrielle et dans l'intelligence artificielle, parce que sinon, encore une fois, nous ne serons qu'une colonie des États-Unis. Merci à vous, je m'arrête là.